Bonsoir à tous. Ça marche. Alors, bonsoir. Donc, moi, je suis Lucie Bonhomme, comme vient de le présenter Julie, psychologue spécialisée en neuropsychologie, et je travaille en psychiatrie adulte dans le service du professeur Lançon à Marseille. Donc, si certains sont du Vinatier, connaissent peut-être parce qu'on est également centre Réhab PACA, donc on a des liens aussi un petit peu avec le Vinatier. Et depuis très peu de temps, je suis membre du GIE, groupe d'intérêt d'études TCC des règlements climatiques de la FTCC, l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. Alors moi, je vais vous présenter une première partie qui va poser le contexte et les définitions. Et Manuela se centrera plus sur les aspects cliniques de la thématique de ce soir. Alors, déjà, un petit mot rapide sur ce qu'on entend par cette fameuse urgence écologique qui était dans l'intitulé. J'ai pris le parti de ne pas faire de faire comme si vous étiez déjà sensibilisé à la question et de ne pas faire toute une sensibilisation. Quoique des fois on est un peu surpris, on trouve du climato-scepticisme à des endroits qu'on n'imagine pas. Mais bon, ici je vais faire rapide parce qu'on avait quand même beaucoup de choses à dire. Alors, l'urgence écologique, c'est la crise environnementale, un gros défi de société. Par crise environnementale, on entend bien évidemment le dérèglement climatique dû aux émissions de CO2, mais aussi toutes les pollutions des écosystèmes. Je vais dire quand même quelques mots rapidement. D'une, que l'influence humaine est claire et avérée. Je fais une simple référence au GIEC, au groupe intergouvernemental d'études du climat qui a publié des rapports depuis de nombreuses années, mais toutes les publications scientifiques vont dans ce sens. Et deuxième point que je voulais souligner, c'était que ce phénomène était un phénomène hyper complexe et systémique. Pour les novices qui ne connaissent pas trop le sujet, je vous conseille les fresques du climat qui sont très pertinentes pour comprendre l'aspect systémique, toute la question des conséquences en cascade et des boucles de rétroaction dans cette problématique, que ce soit au niveau biologique ou au niveau sociologique et économique. C'est toute une problématique qui charrie plusieurs enjeux. Pour le faire très 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 rapidement, on part de l'industrialisation, donc de l'activité humaine, avec l'utilisation des énergies fossiles, qui mène à l'augmentation du CO2, qui mène au dérèglement climatique, qui mène aux catastrophes naturelles et à la perte de la biodiversité. On oublie souvent la perte de la biodiversité. Et souvent, on s'arrête là quand on pense à l'urgence écologique, mais en fait, derrière, il y a et ça va être important pour la suite, il y a tout un ensemble de conséquences. La baisse de l'habitabilité des territoires et des problèmes de ressources alimentaires qui vont créer des migrations, des conflits et des déstabilisations géopolitiques internationales. C'est important de savoir que nous, dans nos sociétés occidentales, en fait, le principal risque qu'on a, c'est pas tellement d'être touché par un incendie ou une inondation, quoique c'est possible, hein, mais c'est plutôt d'être confronté à moyen ou long terme à la violence, tout simplement, qu'elle soit interne à la société ou dans des conflits qui nous opposeraient à d'autres pays. Et les chaleurs et les conditions, effectivement, après de santé, ça, on y vient après. Cette crise environnementale, donc très très rapidement esquissée, pose un défi à la société, voire même à l'humanité, qu'on peut poser en deux axes. D'abord l'axe de freiner le phénomène, donc travailler sur les causes pour essayer d'atténuer au maximum. C'est pour ça qu'on dit que chaque degré compte, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on freinera le phénomène, on freine les conséquences. Et le deuxième axe, c'est l'adaptation aux nouvelles conditions. Voilà. Ce défi est également un défi en termes de santé. Alors là, très très récemment, 22 juin, je crois, l'OMS a nommé je crois qu'ils ont appelé ça une déléguée, je ne me souviens plus, une déléguée de l'OMS sur la question de la santé. Et dans leur texte de présentation, ils parlaient du plus grand défi sanitaire du XXIe siècle. Donc, une déléguée qui va travailler sur la question de la santé et du dérèglement climatique ou de la crise environnementale. Donc, en termes de conséquences sur la santé physique, comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est plutôt bien pris en compte depuis un moment déjà, avec des institutions qui commencent à vraiment poser ces enjeux-là.
Par contre, en termes de santé mentale, c'est plus tardif. Bon, c'est souvent ce qu'on voit dans le rapport entre santé physique et santé mentale. Ça arrive souvent en second lieu. Nous, aujourd'hui, on va parler de la santé mentale, des conséquences de la crise environnementale sur la santé mentale. Alors, quelles conséquences psychologiques de cette crise ? Avant de vous les présenter, je vous donne quelques repères historiques sur la recherche sur le sujet. En fait, en France, globalement, le sujet a émergé vers 2019, au moment du Covid, mais il y a déjà plusieurs initiatives qui ont lieu depuis bien longtemps dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Donc dès 2009, c'est-à-dire il y a 15 ans, l'APA, qui est l'association des psychologues américains, produit un rapport qui est intitulé Psychology and Climate Change, excusez-moi pour mon accent, où il pose déjà un petit peu les enjeux, en tout cas il commence à poser cette question-là du lien entre le changement climatique et la psychologie. Je vous fais ça, c'est vraiment un balayage très rapide, c'est juste pour que vous preniez conscience qu'en fait le sujet est déjà travaillé et évoqué depuis assez longtemps. À l'international, des associations, des collectifs se créent, alors soit des associations spécialisées, je vous en cite juste quelques-unes, comme le Climate Psychology Alliance en 2009 en Angleterre, ou la Psychology for Safe Climate en 2010 en Australie, etc., ou bien des associations généralistes qui prennent position sur le sujet. Donc là, on a vu l'APA. Il y a aussi le cas souvent qu'on cite de l'APS qui a créé un rapport assez connu qui s'appelle Activate. Donc l'APS, c'est l'Australian Psychological Society. On aura l'occasion de parler d'Activate tout à l'heure sur leur positionnement par rapport à leur volonté de favoriser les comportements pro-environnementaux. Parce que, effectivement, les chercheurs en psychologie développent deux axes de recherche. Il y a d'abord l'axe de recherche en psychologie générale. Je n'ai pas trouvé de mot plus adapté. Enfin, la psychologie qui n'est pas la psychologie clinique. Donc, des recherches sur les processus psychosociaux sous-jacents dans la perception et les comportements sur le dérèglement climatique. DC, c'est dérèglement climatique ou crise environnementale. Quels sont les freins et les leviers qui font que les individus prennent conscience de ce qui se passe et l'intention sous-jacente à cette recherche est comment favoriser les comportements environnementaux. Et puis le deuxième axe, c'est l'axe de la santé, celui qui nous concerne, donc l'axe clinique, où là, on s'intéresse plus aux conséquences psychologiques du dérèglement climatique, sous ses aspects étiologiques, épidémiologiques, nosographiques, soins, prévention, avec l'intention sous-jacente qui est comment aider ou soulager. Et on le verra, on en reparlera à la fin, mais on peut se poser la question du lien entre ces deux axes qui pose une question déontologique importante en tant que psychologue clinicien. C'est une question qui est abordée souvent. La clinique, normalement, concerne simplement le soin et le soulagement. À quel point on bascule à certains moments sur le fait de favoriser des comportements pro-environnementaux ou pas. On en reparlera à la fin. Alors, les conséquences psychologiques. Là, je vous ai donné quelques éléments de contexte au niveau international. En France, alors je vais faire très rapidement parce que je n'ai pas la connaissance de tout ce qui se fait. Ça a été un peu plus tardif, mais il y a plein de choses qui émergent partout. Et des conférences comme celle-ci, c'est l'occasion effectivement aussi de rencontrer aussi des initiatives qu'on ne connaissait pas, de faire lien. Les initiatives institutionnelles comparées à l'international, elles ont quand même été plus tardives. Et c'est surtout, comme je le disais tout à l'heure, plutôt à partir de 2019. Et les choses ont commencé à émerger autour de la notion d'éco-anxiété qui a été un peu une porte d'entrée médiatique sur la question des souffrances émotionnelles liées à la crise climatique. Je définirai ça précisément après. Je vous cite quelques associations, ce n'est pas exhaustif. Le RAFU, un réseau d'accompagnement sur l'urgence écologique. L'OBVECO, l'Observatoire des véhicules de collapse, le GIE-TCC dont je vous parlais tout à l'heure. Je cite volontairement pas de nom pour ne pas oublier des gens. Il y a des initiatives universitaires de plus en plus. Des échelles sont en cours de réalisation, soit des échelles de mesure, des différents phénomènes, soit que ce soit des traductions d'échelles existantes, soit qu'elles soient créées de toutes pièces.
Et il y a des livres, des publications. Voilà, on aura l'occasion d'en parler plus précisément peut-être après. L'enjeu étant faire un réseau et comme tous les sujets qui sont assez nouveaux, il y a des initiatives qui poussent un peu, comme dirait Manuela, comme des champignons partout et après les liens se font après. Alors, ces conséquences psychologiques, on y vient. Donc, pour vous les présenter, je vais prendre la classification de Susan Clayton, qui est une chercheuse américaine qui fait partie du GIEC et qui était dès 2009, là, dans les publications que je vous ai déjà citées, elle y était déjà, qui propose de les classer en 3 catégories. Alors, elle a écrit en 2011 une revue sur le sujet, enfin un article sur le sujet. D'abord, les conséquences directes ou aiguës. Donc là, c'est tout simplement la confrontation directe à des catastrophes naturelles qui créent le plus souvent du trauma, des PTSD. Par exemple, elle cite le fait que 49% des survivants de l'ouragan Katrina ont développé un trouble anxieux ou de l'humeur, 16% un état de stress post-traumatique et les suicides et les idéations suicidaires ont plus que doublé. Donc les traumas ont quand même un impact fort, les catastrophes naturelles, un impact fort. Ensuite, elle évoque les conséquences indirectes ou vicariantes. Alors là, c'est plus les souffrances psychiques liées à l'anticipation des conséquences de la crise environnementale. Enfin, il y a une partie qui est déjà réalisée, mais c'est l'anticipation de l'augmentation des conséquences de la crise environnementale. Ça, je vais faire un focus après dessus, plus particulièrement. Donc, c'est ces fameuses notions d'éco-anxiété, de deuil écologique, de solastalgie, etc. Je vais vous définir ça. Et enfin, les conséquences chroniques sociales ou psychosociales qu'on a tendance à oublier, qui du coup concernent aussi plus la clinique classique, on va dire. C'est-à-dire que, comme dans tout temps de crise, de toute façon, il y a une augmentation des souffrances psychiques, notamment des personnes les plus vulnérables, par l'augmentation des violences dues à la chaleur, aux migrations, aux guerres, par la difficulté d'adaptation aux changements sociétaux, par l'augmentation des consommations toxiques, etc. Donc ça, c'est le corollaire des périodes de crise. Mais on oublie souvent qu'il y a aussi tout ça qui est en augmentation dans les souffrances psychologiques. Alors, quelles populations sont à risque? Là aussi, je vais m'appuyer sur les écrits de Susan Clayton. Dans un autre article de 2017, elle propose de les classer, enfin, elle les définit selon 3 critères. D'abord, les populations les plus vulnérables, qui ont moins de capacité d'adaptation au changement, donc les jeunes, enfants et adolescents, les personnes âgées et c'est là que ça nous concerne directement, les personnes déjà confrontées à des problèmes de santé mentale. Ensuite, il y a les populations en lien avec la nature, donc là c'est un peu spécifique à cette problématique, les agriculteurs, les pêcheurs, les peuples indigènes, donc c'est une clinique assez particulière dans ce cas-là, et finalement les populations en lien avec l'information sur les problèmes climatiques, donc les climatologues, les chercheurs, et les activistes environnementaux, les militants. Voilà pour les populations. Alors maintenant, je vous fais un petit focus sur la deuxième catégorie de conséquences, les conséquences indirectes. Donc on a vu, il y a les conséquences directes, ce sont les traumas sur les catastrophes naturelles, il y a les conséquences psychosociales, et puis au milieu, il y a ces fameuses souffrances émotionnelles dont on entend beaucoup parler. Alors, l'éco-anxiété, c'est une porte d'entrée un peu médiatique pour parler en fait de tout un ensemble d'émotions différentes que ressentent les personnes qui sont en souffrance psychologique par rapport à la crise climatique. Là, je vais vous définir celle-là parce qu'on en parle beaucoup, mais souvent les personnes traversent plusieurs émotions, dont celle-là. Cette notion est en émergence, en train d'être définie. Petit à petit, quand même, il y a un consensus qui se crée sur voilà, ce que peut être cette éco-anxiété. J'ai pris le parti pris de la définir parce qu'elle n'était pas, parce qu'on a beaucoup lu, beaucoup entendu de choses écrites et dites sur ce mot-là. Alors déjà, un consensus émerge quand même sur cette idée que ce n'est pas une pathologie, c'est une réaction normale à une situation anormale. Ceci dit, même si c'est une réaction normale, ça peut être intense et générer des souffrances qui doivent être accompagnées. Les deux sont arrivés en même temps, c'est pas grave. Donc ces manifestations anxieuses
c'est des manifestations anxieuses classiques, difficultés de sommeil, stress, crise d'angoisse, etc. sont non pathologiques, mais la souffrance peut être invalidante. On est sur un continuum d'intensité. Et on a coutume de dire souvent que quand une émotion, même si elle est normale, se chronicise, on peut à un moment basculer dans la pathologie. Par exemple, c'est comme le deuil. Le deuil, ça peut être une émotion très forte, très intense, très douloureuse. Au bout d'un moment, le deuil, on le surmonte. Mais si on ne le surmonte pas, on tombe dans ce qu'on appelle le deuil pathologique, qui est en fait une dépression. Donc là, on dit que l'éco-anxiété n'est pas une pathologie, mais dans certains cas, ça peut générer des grosses difficultés. Et le deuxième élément, c'est qu'a priori, les personnes, alors ça, la recherche est en cours, mais les personnes éco-anxieuses ne sont pas plus anxieuses que la moyenne dans leur ensemble. C'est-à-dire, il y en a qui sont très anxieuses, puis il y en a qui n'étaient pas forcément des personnes anxieuses avant et qui le sont parce que la situation est particulière. Alors, ce n'est pas non plus une anxiété classique, c'est-à-dire que vous avez quand même une spécificité dans ce type d'anxiété. Alors, la définition du trouble anxieux généralisé, c'est que c'est un trouble qui est généralisé à tous les aspects de la vie et dont l'objet de l'angoisse est disproportionné. Là, c'est l'inverse, en fait. C'est quand même une anxiété très spécifique et surtout qui n'est pas disproportionnée. C'est là la grosse différence avec l'anxiété classique qu'on voit dans nos consultations, enfin en tout cas celle qui est catégorisée comme pathologique. Alors les manifestations sont aspécifiques, mais le contexte est particulier et donc ça nécessite un accompagnement spécifique. Par exemple, pour vous citer juste ça, quand on fait des TCC, on fait ce qu'on appelle de la restructuration cognitive. Pour le dire très rapidement, on apprend aux personnes à relativiser leurs pensées, à voir leurs biais de pensée, notamment des biais comme maximisation du danger pour les personnes anxieuses. Là, on ne peut pas du tout faire ça. Au contraire, c'est complètement contre-productif. Donc, pas de restructuration cognitive. Et surtout, la nécessité, c'est d'accueillir ces émotions comme étant normales et pas pathologiques. Alors, qu'est-ce que n'est pas encore l'éco-anxiété ? Ce n'est pas une simple angoisse de mort. Alors, il y a la dimension d'angoisse de mort, mais ça va au-delà de sa propre mort. Dans l'éco-anxiété, il y a la notion que on a ce rapport à notre propre finitude, mais aussi à la mort d'un monde. Généralement, quand on travaille la question de la mort, on la travaille aussi avec cette idée de cycle de la vie, de transmission, d'un après qui va continuer. Et là, la grosse difficulté, c'est qu'on n'est pas dans cette perspective-là. Donc, il y a une redéfinition identitaire assez forte, existentielle, même presque philosophique, ontologique, qui va de pair aussi avec des redéfinitions sociétales et culturelles plus collectives d'ailleurs, de comment penser notre mort dans un monde qui meurt, enfin qui meurt en tout cas, le monde qu'on connaît est en train de mourir en même temps que nous. Et donc ça crée effectivement des perspectives thérapeutiques qui doivent se décaler un petit peu de la question juste individuelle. Et pour terminer, ce n'est pas un effet de mode médiatique, puisque l'éco-anxiété est en augmentation partout. Alors, elle a été définie en 2017 par l'APA, l'Association des psychologues américains, comme une peur chronique du désastre environnemental. C'est une peur chronique, c'est-à-dire vous pouvez avoir des manifestations aiguës, mais il y a surtout un stress latent qui est un peu à bas bruit et qui peut être très présent sans qu'il soit très visible. Et malgré tout, aujourd'hui, il est de plus en plus visible. Alors, je ne vous cite pas toutes les études. Il y en a une qui a fait beaucoup de bruit en 2021, une étude du Lancet, où il était dit, alors j'ai plus les chiffres en tête, excusez-moi, mais qu'il y avait des chiffres. Alors, elle a été faite sur 10 000 jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays qui n'étaient pas tous occidentaux. 60% se disent très préoccupés par le changement climatique, 45 rapportent que ces émotions ont un impact négatif sur leur qualité de vie, 56 pensent que l'humanité est condamnée et 39 hésitent à avoir des enfants. Voilà, c'est juste une étude parmi tant d'autres qui montre la réalité de ce phénomène. Voilà pour l'éco-anxiété. Les autres émotions, bien évidemment, il y a de la colère. La colère est aussi quelque chose qui peut être difficile à gérer, même si elle conduit à l'action, et ça c'est positif, mais ça peut être générateur de conflits et compliqué à gérer, ça peut être accompagné. La culpabilité, la tristesse,
toutes ces émotions, hein, comme l'éco-anxiété, sont des émotions normales, mais comme l'éco-anxiété, quand elles sont poussées trop loin, elles peuvent être dysfonctionnelles. Donc la tristesse, qui peut aller jusqu'à la dépression et ce que certains nomment le deuil écologique, et la fameuse solastalgie, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est en fait plutôt un concept philosophique donc en fait créé par un philosophe en 2005 Glenn Albrecht, et qui évoque la douleur morale liée à la perte d'un environnement qui nous faisait du bien, avec cette notion d'exil. Voilà, il parle d'exil sans départ, du mal du pays, comme si le pays nous quittait et c'est pas nous qui quittions le pays. Ça évoque plus un ensemble d'émotions comme liant l'anxiété, la tristesse, l'impuissance, sur des choses qui ont déjà eu lieu. Pour le coup, la solastalgie est moins anticipatoire que les autres émotions. Voilà, alors, est-ce qu'on peut parler de défis de santé publique en santé mentale, du coup, concernant ces conséquences psychologiques? Comme je l'ai évoqué rapidement précédemment, on voit, même si la recherche est encore en cours, les perspectives épidémiologiques indiquent quand même qu'il y a une augmentation de ces patients, que ce soit sur le stress aigu, sur le PTSD, sur les catastrophes naturelles, ou le stress plus chronique des souffrances émotionnelles. Alors, a priori, ça c'est plus un témoignage personnel, puisque je travaille en psychiatrie adulte. Pour l'instant, moi, me concernant, je vois peu de patients en psychiatrie adulte parce que les problématiques qu'ils ont sont des problématiques beaucoup plus d'une urgence au jour le jour. Mais mes collègues qui ont double mi-temps en libéral et en psychiatrie me disent qu'en libéral, elles voient une augmentation très forte et certaine de ces problématiques-là. Donc sur un public un petit peu différent, qui est capable quand même de vivre avec, mais qui est quand même en souffrance avec ça. Et cette définition en fait, d'un stress latent qui impacte sur la qualité de vie nous fait penser quand même très fortement à cette idée de risques psychosociaux, un peu comme, si vous voulez, quand on travaille la question du burn-out professionnel, c'est-à-dire qu'on a une dimension qui va impacter la santé des personnes et qui va parfois plus ressortir sur des troubles psychosomatiques ou sur un stress généralisé d'une population, sans qu'on tombe tout de suite dans le côté psychopathologique. Et donc il y a une dimension assez sociale avec la prise en compte en fait, d'un environnement toxique. Enfin là pour le coup c'est un environnement pas simplement de société, mais mondial, et le croisement en fait, entre une situation toxique et les vulnérabilités d'un individu. Donc quand on voit les choses sous cet angle-là, effectivement, on peut considérer que l'aspect santé publique est quelque chose qui est important à prendre en compte par les pouvoirs publics. L'augmentation des patients touchés par les conséquences psychosociales, voilà, on les oublie souvent, ceux-là, mais c'est aussi ça qui va être en augmentation dans le futur. Et donc, on peut parler d'un défi de santé publique en santé mentale. Comment faire pour accompagner une population qui souffre, en fait, tout simplement. La place des professionnels dans la santé mentale, on va y revenir plus longuement avec Manuela. Rapidement, la nécessité d'une prise de conscience, effectivement, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est assez nouveau, donc c'est important de pouvoir communiquer sur le sujet. La nécessité de se former, alors Manuela va être bien plus précise que moi sur le sujet. Globalement, l'idée, c'est quand même que les outils de soins sont les mêmes que la clinique classique, mais avec un positionnement spécifique et des connaissances spécifiques. Il n'y a pas forcément un outil spécifique qui va venir soulager toutes ces souffrances-là, mais c'est plus un positionnement du psychologue, c'est-à-dire surtout la nécessité que le praticien, le soignant, soit lui-même dans une bonne posture, un bon positionnement sur cette question-là, et qu'il ait lui-même eu un cheminement intime pour pouvoir accueillir les émotions en fait, des personnes qu'il reçoit. La grande spécificité en fait, de cette problématique, c'est comparé à plein d'autres. La crise environnementale, elle concerne aussi directement les thérapeutes qui sont confrontés à leurs propres émotions.
on est plongé complètement dans le même bain d'angoisse que les personnes qu'on reçoit. J'avais une de mes collègues qui me disait en libéral que c'était les seules consultations où elle sortait moins bien que ses patients. En plus, souvent, en tout cas en ce moment, c'est surtout des patients très documentés qui arrivent sur ces questions-là, qui arrivent avec tout un tas d'éléments. Et quand nous-mêmes, on ne s'est pas préparé, on peut effectivement sortir à la fin d'une consulte moins bien que le patient. Pour aller plus loin, là, je lance juste des pistes de réflexion. Dans le débat, il y a 2 pôles de critique. C'est très caricatural, hein, c'est simplement pour ouvrir les perspectives de réflexion. Il y a les critiques qui viennent de l'extérieur, du monde de la santé mentale, notamment du monde des militants ou du monde politique, qui disent que parler d'éco-anxiété ou de souffrance émotionnelle liée à la crise climatique, c'est surresponsabiliser l'individu et dépolitiser le problème. Donc là, c'est des questions qu'on peut retrouver ailleurs, hein, d'ailleurs, hein, sur à partir de quand on s'intéresse à l'individu ou est-ce que lui enlever sa souffrance, c'est l'endormir et lui enlever sa capacité de révolte et de changement de la société. C'est des questions plus politiques. Et on peut avoir tout un autre axe de critique qui vient de l'intérieur, du monde des professionnels de santé mentale. Est-ce que parler d'éco-anxiété, c'est inventer quelque chose qui n'existe pas? Je l'ai évoqué tout à l'heure. En ouverture, donc les questions qu'on peut se poser, au-delà du soin, est-ce qu'on a une possibilité de politiser ou pas nos pratiques? Concrètement, c'était ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors personnellement, c'est pas forcément ma position, mais c'est des questions qui traversent le champ de discussion. Est-ce qu'on peut pencher du soin vers l'incitation de comportements pro-environnementaux? Alors, bien sûr, on peut s'engager soi-même, mais est-ce qu'on doit le révéler, du coup, quand on est en consultation? Certains parlent de psychothérapie impliquée. Jusqu'où? Comment? Comment faire avec ça? Voilà, c'est tout un tas de questions où on peut mettre un petit peu de nuances. Et ces questions sur la neutralité professionnelle, elles sont présentes aussi dans d'autres champs professionnels, notamment par exemple les chercheurs. Par exemple, je cite, mais il y a eu plein d'exemples, hein, qui sont censés rester dans une neutralité objective pour donner du crédit à leurs propos, mais qui peu à peu s'exposent. En juillet 2021, par exemple, dans Libération, il y a une grosse tribune sur les chercheurs qui sortent de leurs réserves pour dire leur positionnement sur la question. Et finalement, est-ce que déjà nommer et mesurer, ce n'est pas déjà politique, puisque ça fait exister ces conséquences-là dans nos pratiques et dans la société. Voilà. Je vous laisse lire, si vous le souhaitez, parce que j'ai dépassé mon temps. Tu veux prendre le relais ? Merci à tous. Bonjour. Non, mais ça va, je vais rester là, mais comme ça je vois mon écran, c'est très bien, merci. Du coup, je me présente, merci beaucoup Lucie. Et justement, cette dernière slide, je pense qu'elle a beaucoup intéressé. J'ai vu tout le monde commencer à avoir les yeux qui s'agrandissaient sur les dernières slides. Celui-là ? Ah, mais il faut que je reste là, alors non, je vais prendre l'autre. Là, c'est mieux peut-être, parce que j'ai besoin de bouger. Donc je disais merci beaucoup Lucie, et notamment aussi ta dernière slide où j'ai vu les grands yeux s'ouvrir avec des caméras de photo. Je pense que c'est vraiment en fait, on va arriver beaucoup plus avec des questions à mon avis qu'avec des affirmations ce soir. Et je pense que c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant le moment du débat après pour pouvoir échanger là-dessus. Donc je suis Manuela Santamarina, psychologue clinicienne et psychotraumatologue. Alors pourquoi est-ce qu'on a tenu autant à mettre un petit peu nos spécialisations? C'est que je pense que c'est toujours intéressant un petit peu de savoir d'où on parle. Et c'est vrai que vous allez me voir parler beaucoup de trauma. Je vais faire beaucoup de parallèles avec le psychotrauma parce que c'est ma grille de lecture et c'est un petit peu la manière que j'ai de regarder toute cette situation-là. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas chercheuse, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute, donc je vais vous faire surtout des remontées de terrain clinique
et mes réflexions. Il y aura, du coup, la partie de Lucie était très bien, justement pour permettre de mettre un peu les bases sur les faits, ce qu'il y a, les outils, les informations qu'on a là-dessus. Mais là, je voulais vous proposer, moi, de vous faire un petit peu un retour sur, au niveau du terrain, ce que je trouve souvent un peu non entendu. Le fameux terrain est souvent un peu oublié. Et justement, c'est pour ça que je me suis permise de mettre une information un peu personnelle, mais il se trouve que j'étais membre d'Extinction Rébellion pendant 2 ans au moins, et j'étais notamment une référente de ce qu'on appelle la culture régénératrice au national. Donc c'est donc dans les pôles de militantisme, on pourra en parler pour ceux qui sont intéressés s'il y en a au niveau du débat par rapport à ça, mais je trouve que c'est intéressant, c'est l'idée de régénération, à l'inverse d'une culture d'oppression, de domination et de destruction telle que nous sommes. Donc je me permets de le dire, parce que ça donne aussi d'où je pars. Tout ça. Et également, je vais beaucoup parler du RAFU, et c'est parce qu'il se trouve que j'ai pas mal d'amis là-dedans, et qu'on a cofondé le RAFU, qui est donc le réseau des accompagnants face à l'urgence écologique. Voilà pour la transparence. Donc maintenant, j'aimerais mieux vous connaître vous, parce que j'ai fait beaucoup trop de slides, et je me suis dit, je préfère cibler les slides sur certainement ce qui, à mon avis, va être le plus important pour vous. Donc déjà, je voulais savoir, est-ce que ce serait possible de lever la main pour les personnes qui accompagnent des personnes qui souffrent, qui disent souffrir face à l'urgence écologique. Voilà. Ok, il y en a plein, c'est super. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient en accompagner, mais qui n'ont pas finalement des personnes qui viennent leur parler de ça, qui sont très déçus parce qu'ils voudraient qu'on leur parle de ça, mais on ne leur parle pas? Oui, ok. Et est-ce qu'il y en a qui aimeraient, mais on leur en parle, mais ils ne savent pas finalement comment accompagner ça? Quand même, il y a des petites mains qui osent se lever. Oui, super, ok. Je ne sais pas non plus, je fais ce que je peux. Donc c'est juste pour dire ici, comme je disais, ça va être des propositions, des remontées de terrain, je ne sais pas comment on fait. Voilà, donc merci beaucoup. Donc moi je vous propose, j'avais 3 axes comme ça, je me suis dit, quand même, ah oui, et donc peut-être des personnes qui sont formées en psychopathologie, donc pas forcément des psychologues cliniciens, mais on peut se former en psychopathologie. Levez la main juste. Ok, super, merci. Donc effectivement, l'annonce un petit peu là ce soir, c'était de faire un peu le lien à la notion clinique, intime et politique. Ça sera un peu en transversal pendant ces 20 minutes-là. Et par contre, moi j'ai voulu découper plutôt sur, quand même, il y a une question la fameuse question du diagnostic. Elle l'a un peu abordée Lucie, mais j'aimerais bien quand même qu'on le regarde très rapidement. La question de l'intervention thérapeutique, qu'est-ce qu'on peut faire justement, et la fameuse posture du thérapeute. Donc pour le diagnostic, donc comme je disais, je ne suis pas chercheuse, mais ça peut peut-être rassurer de savoir qu'il y a déjà tout un travail sémiologique qui est en train de se faire. Donc sémiologique dans le sens étudier quels sont les signes, quels sont les signes cliniques qui apparaissent lorsqu'une personne exprime une souffrance autour de la question de l'urgence écologique. D'ailleurs, je vais arrêter de dire ça parce que c'est très très long, et je vous propose d'utiliser, moi je vais utiliser le terme d'éphéndralgie. C'est un terme qui a été proposé par Charline Schmerber, que j'aime beaucoup. Justement, j'ai pas envie de dire que éco-anxiété, parce que comme le disait tout à l'heure Lucie, il y a bien plus que de l'anxiété. Et dans éphéndralgie, j'aime bien l'idée de la souffrance, la douleur, l'algie, par rapport à la perspective d'effondrement ou aux effondrements pour les personnes qui le subissent, qui ont déjà subi là maintenant. Donc voilà. Donc oui, ce terme un peu fourre-tout d'éco-anxiété, moi ça me pose un peu souci de l'utiliser ce soir, et notamment les rôles des médias sont très importants là-dedans, et je pense que en termes d'enjeux pour nous en tant qu'accompagnants, en termes de n'importe quel type d'accompagnant, mais sur les enjeux de santé mentale, il est important de nous défaire de ces étiquettes-là, d'étiquettes de l'éco-anxiété, de tout ce que les médias peuvent sortir, et de garder bien l'assise de nos casquettes de psychopathologue, oui c'est ça, de nos casquettes de clinicien. C'est que j'ai du mal à ne pas penser psy, je suis désolée, je suis complètement centrée sur mon métier. Mais j'essaye d'être, justement, je pense que ça va être un enjeu, rester ouvert à l'idée de tout type d'accompagnant. Je n'ai pas encore bien les mots pour ça, sur ces enjeux-là. Et de savoir aussi donc, qu'au niveau sémiologique, il y a tout un travail des échelles qui a été fait. Lucie en a parlé, et notamment Hélène Jalin qui a traduit cette échelle en français, mais qui n'est pas encore tout à fait publiée, donc on ne peut pas bien vous en parler, mais
Travail très intéressant. Donc c'est en train de se faire, mais ici nous n'allons pas parler de ça. La question de la distinction normale, de la distinction entre le normal et le pathologique sur la question du diagnostic me semble aussi importante d'en parler. Non pas, enfin, je vais compléter ce que disait Lucie. Donc ça, bien sûr que quand on souffre de ça, on n'est pas forcément malade, l'exemple avec le deuil et tout ça, mais justement, une personne qui est en deuil, qui est en souffrance, même si son deuil n'est pas pathologique, on va accepter de l'écouter. Et donc aussi, il y a cette idée de dire très bien, on a établi, et ça je pense que c'est important d'établir le fait que oui, souffrir d'éphandralgie, c'est normal, d'une certaine façon, au vu du monde dans lequel on est, c'est à peu près normal que les personnes puissent souffrir de ça, mais donc ça ne veut pas dire qu'il faille justement faire l'impasse, de prendre le temps d'écouter, de s'asseoir. Parce que si on dit c'est normal, alors du coup, le risque c'est que vous voyez ça plus tard avec vos amis, on n'en parle pas vraiment au cabinet. Donc c'est pas parce que ce n'est pas, entre guillemets, pas normal, qu'on ne doit pas prendre le temps vraiment de l'écouter. Ce qui peut, j'ai déjà entendu certains collègues dire c'est normal, du coup on n'a pas vraiment besoin, nous on n'est pas vraiment spécialisés là-dessus. Et ça, elle a déjà dit du coup Lucie sur cette idée que ça devient tellement invalidant que ça peut devenir pathologique. Et ensuite cette idée de dire finalement, est-ce que cette anxiété, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle est plus pathologique que le déni? Et ça, il y a d'autres études effectivement qui se concentrent sur finalement comment est-ce qu'on peut faire pour sortir les personnes du déni. Avec cette idée, donc pour moi, c'est là où je commence un peu à introduire nous avons déjà des outils, des grilles de lecture, et je pense notamment à la théorie systémique, toutes les personnes je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui pratiquent des thérapies systémiques, qui voient les patients qui souffrent, qui expriment leur souffrance, non pas comme la personne problème, mais quelqu'un qui souffre finalement d'un environnement qui est dysfonctionnel. Et c'est l'environnement qui est dysfonctionnel, et il devient donc le patient symptôme, donc il signe le fait que l'environnement est problématique. Voilà. Il y a des systémiciens ? Non ? Ah, c'est super la systémie. D'ailleurs, on va en parler pas mal là. Moi, je ne suis pas systémicienne. Donc voilà. La question du diagnostic, comme je disais tout à l'heure, le risque de rester sur cette histoire de l'étiquette de l'éco-anxiété, ou en tout cas d'un regard comme s'il y avait une seule manière de souffrir de ça, ça serait de finalement, parce que, donc voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est quand on est clinicien ou psychopathologue, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le temps de conceptualiser un cas, on regarde la difficulté d'une personne, on essaie de comprendre ce qui arrive, et on pose un diagnostic. Ici, l'idée, c'est pas de poser une étiquette, mais c'est de comprendre les process qui sont en jeu pour pouvoir ensuite proposer un accompagnement, une stratégie thérapeutique. Et donc, c'est juste de dire, je suis fermement opposée à l'idée de pathologiser la question des souffrances de l'éphandralgie, mais pour moi, il me semble quand même important de garder notre notre regard de clinicien qui est de comprendre quels sont les process en face de nous de la personne qui exprime sa souffrance pour l'aider à sortir de cette situation-là. Je me permets d'aller vite sur cette slide, c'est pour ça qu'il y a un petit point jaune, et ça veut dire que ce sont les slides où je décide si je vais vite ou pas en fonction des questions que je vous ai posées en amont sur vos intérêts. Comme il y a quand même pas mal de monde qui accompagne déjà des personnes souffrant d'éphandralgie, je vais vite là-dessus parce que je pense que vous voyez un peu à quoi ressemble un patient éphandralgique. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez surtout pas à les poser après, parce que du coup, je vais vite là-dessus. Je souhaite quand même dire une dernière chose sur la dernière phrase que j'ai mise, qui est l'importance justement de rester dans la subjectivité du patient qu'on écoute. Et je prends l'exemple de la pensée suicidaire. Souvent, on imagine que c'est un peu problématique. Enfin, on dit, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de pensées suicidaires. Lucie le pointait, augmentation des pensées suicidaires lorsque les personnes souffrent d'éphandralgie et tout ça. Oui, mais après, ça va dépendre des personnes. J'ai déjà accompagné des personnes pour qui les pensées suicidaires étaient des pensées résilientes. C'est-à-dire se dire que, au pire, si tout ça, ça part vraiment complètement en cacahuète, et du coup, avoir son scénario de sortie était quelque chose d'extrêmement soulageant. Ce qu'on peut retrouver d'ailleurs dans d'autres problématiques, la pensée suicidaire peut avoir cette fonction-là. Mais c'est en ça que je dis, par exemple, si on reste sur le risque quand on reste attaché à la théorie et à ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau des chiffres et de la représentation de l'éco-anxiété, c'est de mettre par exemple une pensée suicidaire comme étant un problème à résoudre chez le patient, alors que je pense qu'il y aurait bien d'autres choses à accompagner chez cette personne-là que les pensées suicidaires qui, à mon avis, sont des soupapes de sécurité.
Voilà. Bon, ensuite, rapidement sur le diagnostic aussi, puisque comme je disais ça là-dessus, je pense que vous êtes bien équipés à ce que j'ai compris. Bien évidemment, une des choses qui va faire qu'on va regarder la subjectivité du patient, c'est l'histoire et le terrain clinique de la personne. C'est en fonction de son histoire et de son terrain clinique, ça va venir taper de façon différente, cette histoire de l'effondralgie. Bien sûr, aussi au niveau de son impact concret dans sa vie. Comme je disais tout à l'heure, que ça soit, enfin, non, Lucie disait ça tout à l'heure, que ça soit un agriculteur, un jeune, j'ai mis un boomer, c'est pas les mêmes impacts dans leur vie et donc du coup ils n'ont pas les mêmes grilles de lecture, ils n'ont pas forcément avoir la même présentation clinique sur ces questions-là. Ensuite, ce qu'il y a de nouveau quand même, je voulais m'appesantir très brièvement là-dessus, c'est sur la question de quand même de aussi regarder un des facteurs sur ce qui va faire une distinction dans la manière de présenter l'effondralgie du patient, c'est où est-ce qu'il en est dans son stade de prise de conscience. Et là, il y a une échelle de conscience de Paul Schieffourka, qui n'est pas du tout scientifique, qui n'a rien de validé, mais qui je trouve très intéressante parce qu'elle est assez descriptive, comme sous un format de continuum, des différents niveaux de prise de conscience par rapport à la question de l'urgence écologique. Et c'est intéressant de se poser la question où se situe le patient dans cette prise de conscience et de se demander aussi où est-ce que nous-mêmes, en tant que thérapeutes, on se situe. Parce que, on parlait tout à l'heure de l'importance de cheminer nous-mêmes par rapport à ces questions. Si on veut rester dans une bonne alliance thérapeutique et en syntonie, on a plutôt intérêt à savoir où est-ce qu'on est positionné, sans aucun jugement de valeur. Moi, je trouve que cette échelle, parfois, elle a un peu de jugement de valeur. Je pense qu'elle peut être utilisée par nous de manière beaucoup plus juste indicative. Alors, je vous l'ai mis très brièvement, je suis désolée, ça va être un peu frustrant, je ne vais pas vous laisser lire ce qu'il y a écrit, puisqu'on n'a pas le temps, mais je vais vous dire juste qu'il y a donc 5 étapes dans cette échelle de conscience. En gros, au tout début, il y a ce qu'on appelle le sommeil profond, lorsque la personne considère qu'il n'y a aucun problème. Bon, de temps en temps, on s'énerve un peu, mais voilà. Ensuite, deuxième étape, ça serait effectivement lorsqu'on a conscience qu'il y a un problème fondamental, mais on est principalement très rattaché à une question. La troisième étape, ce serait lorsqu'on commence à prendre conscience qu'il y a de nombreux problèmes et on va essayer de hiérarchiser ces problèmes parce que du coup on se dit oui, ok, alors il y a le problème carbone, il y a le problème climatique, il y a le problème de la surpopulation et puis on va essayer de dire oui, mais en fait surtout le plus important c'est, et on va essayer de mettre au plus haut et de s'organiser comme ça. Enfin, lorsqu'on commence à prendre conscience qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchisation là-dedans, que c'est beaucoup plus entremêlé que ça, il y a beaucoup d'interconnexions et justement là vient l'histoire de la pensée systémique. Ça commence à se tendre un peu à l'intérieur. Et la dernière étape, ce serait effectivement lorsqu'on voit que ça prend tous les aspects et que d'ailleurs il n'y a pas un sujet en gros, qui n'est pas teinté de cette question-là. Donc ça généralement, c'est pas très agréable comme sensation. Et c'est là où on va venir souvent inviter au travail autour de la question de l'acceptation. Là où je parlais sur l'histoire de jugement de valeur, ce qui ne me convient pas, moi, dans cette échelle, c'est comme si plus on augmentait dans cette préoccupation ou cette prise de conscience de la difficulté, mieux on était placé, plus on est lucide. Enfin, je ne sais pas, voilà, il y a quelque chose qui me dérange, donc je veux juste le dire. Surtout quand il parle ensuite à la fin de la résolution à travers un cheminement, on va dire, extérieur ou intérieur. Donc ce qu'il appelle le cheminement extérieur, c'est du coup je vais commencer à militer ou essayer de faire des choses pour résoudre ces problèmes-là, ou bien je vais plutôt travailler autour de ma résilience interne. Et lui, du coup, il survalorise le chemin interne. Voilà. Mais peu importe, on va dire, son regard à lui là-dessus, ce que je trouvais intéressant, c'était que vous-même, vous réfléchissiez où est mon patient là-dedans, où suis-je là-dedans, parce qu'on ne va pas accompagner de la même manière. Personnellement, j'ai constaté qu'on n'accompagnait pas de la même manière. Sur la question des interventions, donc là, encore une fois, c'est un retour terrain. C'est quelque chose qui m'est propre. Et dont on a pas mal parlé avec Lucie et aussi Julie, c'était de dire que finalement, le plus important pour nous, c'est la posture du patient, du thérapeute. La posture du thérapeute et de s'assurer que on va créer déjà un espace sécure pour la parole. On n'est pas là justement en être en position de... Pour moi, le risque, ça serait de dire « c'est bon, j'ai compris ce qu'il a, du coup, hop, je vais dérouler un protocole d'accompagnement ».
D'abord, c'est vraiment, la plupart du temps, les gens viennent se plaindre, dire je n'ai pas été entendu. Parce que si je parle de ça, j'ai peur d'avoir l'air fou ou d'avoir l'air folle, donc j'ai peur du jugement du thérapeute par rapport à ça. Ils se demandent aussi parfois s'ils exagèrent par rapport à leurs inquiétudes. Et ça, alors ça, avec ma casquette de psychotraumatologue, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup écho à certains patients qui peuvent venir et me dire, qui ont vécu des agressions sexuelles ou des choses comme ça. Non, mais je dois exagérer, ça doit pas être vrai, je dois halluciner le truc, je dois reconstruire l'histoire. Et ça me semble vraiment important. Je vois combien c'est efficace dans ce type d'accompagnement. La validation émotionnelle, ici, je dirais que j'ai pu constater que c'était un peu pareil. Valider les émotions de ces personnes-là, juste de dire, mais non, mais voilà, parce que souvent c'est l'isolement qui fait mal. Donc je te dis non, non, c'est ok, ici on peut en parler. Peu importe vous, votre positionnement, je pense que ça c'est quelque chose d'extrêmement... Enfin voilà, moi j'ai vu que ça pouvait être très utile. Et aussi la notion de la psychoéducation sur la fonction des émotions. C'est-à-dire de rappeler cette histoire que chaque émotion est là pour des raisons adaptatives et qu'elles sont là pour vous envoyer des messages, Vous devez connaître la psychoéducation des émotions, je ne devrais pas continuer trop. Mais en gros, voilà. Moi, je trouve que c'est extrêmement puissant, rien que le fait de prendre le temps de valider ces émotions-là pour ces personnes-là. Et aussi, beaucoup, il y a la peur de contaminer le thérapeute, chose aussi que je retrouve dans le psychotrauma. C'est-à-dire, je ne peux pas vous raconter ça, c'est trop fort, vous n'allez pas pouvoir assumer, en fait. Vous n'allez pas pouvoir faire avec cette information. Et justement, je pense que là, c'est important de rassurer sur notre capacité à encaisser. Mais d'où il faut effectivement être capable d'encaisser et avoir travaillé ça en amont. Une autre particularité, c'est la question de l'anamnèse, qui doit souvent passer au second plan. C'est-à-dire, ces personnes-là, moi j'ai pu constater que lorsqu'elles arrivent, elles n'ont pas du tout envie de parler de leurs parents, elles n'ont pas envie de parler de leur histoire personnelle, elles ont envie de parler de leurs préoccupations, de comment va le monde. Et un des grands risques, ça serait de ne pas vouloir prendre le temps d'écouter ça. Et c'est vrai qu'on a l'habitude, généralement, nos patients, quand ils arrivent, on prend le temps de vraiment s'intéresser à l'individu, à son histoire. Et là, ici, je dirais que, personnellement, je pense que c'est un peu contre-productif si on essaie de mettre ça de côté et qu'on demande qu'elle nous parle de sa particularité. C'est vrai que lorsqu'elle nous parle d'elle-même, de son histoire et tout, elle nous parle de sa vision du monde, mais elle se sent tellement isolée que généralement, je pense que le geste de mise en écart est quelque chose que j'ai pu constater qui est souvent générateur de souffrance. D'ailleurs, au sein d'Extinction Rebellion, souvent on venait me voir, alors ils n'aiment pas trop les psys. On n'a vraiment pas bonne presse et c'est aussi pour ça qu'on est en train de faire toutes ces sensibilisations-là. Souvent c'est non mais moi à chaque fois j'en ai parlé à ma psy, elle me demande de parler de mes parents. Et ça c'est vraiment et donc du coup la personne a fui. Et ça c'est vraiment quelque chose à entendre. Peut-être que je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas quelque chose effectivement à écouter là-dessus. D'ailleurs je vais faire le lien dès maintenant. Je fais le lien vu que j'accompagne beaucoup de personnes qui souffrent de blessures intrafamiliales sévères. Je peux constater qu'effectivement, parfois, le récit qui est donné est un récit qui est assez similaire de souffrance intrafamiliale. C'est-à-dire, si on prend le groupe humain comme étant notre grande famille, de voir ce que les humains sont en train de s'infliger à eux-mêmes, aux personnes plus vulnérables de leur groupe humain, on pourrait dire que ça ressemble quand même sacrément à des belles blessures intrafamiliales, comme on peut se les infliger dans un noyau familial. Donc, disons, bien sûr que ça peut être pertinent d'écouter tout ça, mais je pense que c'est important de faire les choses avec un certain ordre. Et donc, ça c'est un peu, on l'a déjà dit rapidement, la question de l'outil thérapeutique, est-ce qu'il faut un outil thérapeutique spécifique, est-ce qu'il faut une formation spécialisée ? Peut-être, oui, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de formation, ou alors s'il y en a, je veux bien que vous me teniez au courant là-dessus. Je ne pense pas non plus qu'il y ait d'outils thérapeutiques. Il y en a certainement en cours parce que souvent on aime bien créer des outils spécifiques pour des choses. Et ça se trouve, ça sera très pertinent. Mais en tout cas, ce que moi je voulais dire, c'est qu'on peut déjà faire avec les modèles qui sont existants. On peut déjà faire beaucoup de choses très intéressantes. Je ne sais pas, j'en suis où dans le temps ? Ça va ? Je regarde Julie. Ok. Donc en gros, j'ai fini. Je vais prendre quand même un petit peu de temps là-dessus, ça me semble important. Je me suis dit, la meilleure façon, c'est de parler de ce que moi j'ai rencontré sur le terrain et des collègues et ce qu'ils font. Il y a beaucoup de femmes.
par exemple, j'ai une grande estime pour ce que fait Anne Jacob, qui est une psychologue de la santé, qui, elle, travaille avec des personnes atteintes de mucoviscidose, donc avec un pronostic vital engagé. Eh bien, elle me fait part de toutes les théories qu'elle peut utiliser, parce qu'effectivement, elle se retrouve avec des personnes qui, elles, ont une vision. Alors oui, c'est leur histoire, c'est leur pronostic vital qui est engagé, mais c'est quand même intéressant de, disons, aller regarder dans ce domaine-là, de psychologie de la santé, qu'est-ce qui existe en termes de théorie, pour pouvoir réfléchir à l'extrapoler. Donc elle fait effectivement des groupes de parole et des choses comme ça. Elle n'est pas là ce soir parce qu'elle est enceinte, elle aurait dû être là à ma place, je crois. Il y a Cécile Entremont, Colombe Breguet ou Pierre Exuter, peut-être vous en avez entendu parler, qui travaillent beaucoup avec la question de la thérapie existentielle. Il y a beaucoup de théories très intéressantes aussi, qui justement, thérapie existentielle, pour ceux pour qui ce n'est pas clair, mais justement il y a une conjugaison avec la question philosophique, les questions sur la mort, en gros des questions qu'on ne peut pas répondre. Et c'est s'autoriser à se poser ces questions-là en séance. Et je pense que c'est une posture très importante et très intéressante aussi à voir. Notamment, Cécile Entremont travaille aussi avec les grilles de lecture psychanalytique. Je n'ai pas ici toutes les théories avec lesquelles elle travaille, mais on avait fait un travail ensemble là-dessus à Grenoble. Il y a la méditation de pleine conscience qui est vraiment, vraiment très intéressante pour, par exemple, travailler sur la question de comment est-ce qu'on fait face au doute. Parce que souvent, le risque avec la question en plus de l'urgence écologique, c'est de tomber sur une certitude de tout va s'effondrer, ça va être terrible. Mais la réalité, c'est qu'on n'en a aucune idée de ce qui va se passer. Et en fait, c'est de savoir tenir ce doute. Souvent, on a envie en fait, de déjà l'imaginer le pire d'ailleurs pour être prêt. Une attitude anxieuse. Et en fait, je trouve que la posture de la méditation de pleine conscience est une posture qui travaille beaucoup sur cette histoire de tenir face au doute. Et aussi, par exemple, elle avait été présentée comme un outil très utile lors d'une conférence avec Christophe André sur comment faire avec ce fameux striatum qui nous emmène toujours à aller chercher plus de confort. Bon, c'était un peu critiqué cette théorie, mais je la trouve intéressante quand même de se dire, effectivement, nous sommes en difficulté, on va dire, de revenir vers une certaine sobriété, et ce serait la faute de notre striatum, entre autres, qui nous inviterait tout le temps à aller chercher plus de satisfaction, plus de plaisir, plus. Et la méditation de pleine conscience aurait du coup une action sur ce striatum-là. Roland Poinceau, qui du coup est celui d'ailleurs qui a monté le groupe d'intérêt d'études à la FTCC, s'intéresse à des protocoles de méditation de pleine conscience sur la question de l'éco-anxiété. Bon, cette théorie de psychotrauma, vous aurez compris que c'est quelque chose qui me tient à cœur et où je suis persuadée qu'il y aurait énormément de choses qui pourraient se faire. Je pourrais faire une conférence entière là-dessus, à mon avis. Mais rapidement, au moins, j'avais parlé de la blessure intrafamiliale, où là, on se base sur les théories de l'attachement. Et le MDR, outil avec lequel je travaille beaucoup aussi, qui est très efficace, on va dire, sur la notion du trauma et qui a des belles théories, je pense, pour envisager. Alors, c'est Lise Van Susteren qui parle des enjeux, on va dire, pour les personnes un peu plus avec notre profil, c'est-à-dire qui ne souffront pas encore de l'effondrement, mais qui sommes dans un regard un peu prospectif, avec l'anxiété de ce qui pourrait arriver, et où, du coup, elle parle, elle, de pré-trauma. Puisque quand on accompagne un trauma, généralement, c'est assez facile, entre guillemets, mais en gros, on accompagne une personne qui a vécu quelque chose de traumatique, et donc on sait qu'elle est là, qu'elle a survécu, et donc on peut travailler sur des éléments de résilience et tout ça. Là, on est sur quelque chose qui est à venir, et donc du coup, comment est-ce qu'on accompagne cette particularité-là de quelque chose de prospectif, quoi. Voilà, je ne suis pas très claire, mais je continue parce qu'il faut que j'y aille. L'autre personne très importante que je trouve très intéressante, c'est Laetitia de Chouctet, qui, elle, est une psychologue clinicienne qui a travaillé au Rwanda notamment sur l'accompagnement suite au génocide pendant plusieurs années, et qui, elle, a un regard sur ce qu'elle appelle la santé communautaire, et justement sur dire, je me disais, j'ai vu ce que c'est que s'effondrer en fait une communauté, et comment est-ce qu'elle se réveille, comment elle se relève de ça. Et je pense qu'on a besoin un peu d'espoir, on a besoin d'avoir une idée de comment on peut sortir de quelque chose d'aussi noir, c'est quand même sacrément noir ce qui s'est passé au Rwanda, et je pense que c'est ce regard-là déjà d'une pensée d'accompagnement d'un point de vue collectif, de communauté, et avec un regard de quelque chose, d'un porteur d'espoir, de quelque chose qui a pu se relever après quelque chose aussi terrible, est un apport extrêmement constructif et positif, notamment pour nous les thérapeutes.
Il y aurait énormément d'autres personnes que j'ai certainement oubliées ou que je ne connais pas, que je serais ravie de connaître. Mais ceux aussi que j'aimerais citer ici, qui me semblent importants, c'est les personnes qui ne sont pas cliniciennes ou qui ne sont pas des accompagnants comme il faut, entre guillemets, d'un point de vue des diplômes, mais qui font du boulot depuis des années et bien plus longtemps que les psychologues sur tout ce qui est justement les éphandralgies, et qui s'intéressent à la question de l'écothérapie avec des accompagnements par exemple en bain de forêt ou ce qu'on appelle le TQR, le travail qui relie, grâce à Johanna Messi, qui était une personne qui a proposé des protocoles d'accompagnement pour les militants écolos à l'époque de la peur de l'hiver nucléaire. Et ou des personnes qui s'intéressent aussi à la dimension spirituelle, et ce sont des personnes qui travaillent depuis bien plus longtemps que nous et qui devraient être, à mon avis, sollicitées, interrogées, et avec qui on aurait tout intérêt à travailler ensemble dans un bon respect mutuel. Voilà, il y aurait bien d'autres choses, mais je voulais au moins citer ça en fond. Juste rapidement sur la question des interventions, personnellement, moi, les points sur lesquels je voulais vraiment vous inviter, enfin mon retour, c'était l'attention à avoir une seule réponse par rapport à la variabilité du problème ou de l'expression, on va dire, de cette éphandralgie d'une personne à une autre. La notion d'action, ça aussi, souvent on entend beaucoup ça dans les médias, la seule réponse quand on souffre de ça, c'est passer à l'acte, faire de l'action. Il faut vraiment faire attention à ça. Je suis assez d'accord avec l'idée de dire qu'il faut faire une action, mais finalement on parle de quelle action ? Parce que, par exemple, quand j'étais avec Extinction Rebellion, je me souviens qu'on a été contacté par Greenpeace, ils nous disaient vous avez vu, ils nous disent de passer à l'action, mais nous, ça fait quand même longtemps qu'on passe à l'action, puis ça ne nous a pas amélioré notre éco-anxiété, on est vraiment sur les rotules. Et donc, c'est vraiment faire attention à ça, parce que c'est assez culpabilisant, soit pour des personnes qui passent déjà à l'action depuis longtemps et qui sont en fait épuisées, qui font juste un burn-out militant, qui auraient besoin de passer la main, ou de juste se reposer, ou aussi des personnes qui n'ont pas la possibilité de militer. Et donc, du coup, il y aurait plein d'autres choses à faire, et donc c'est aussi de voir l'action, pas uniquement comme... juste faire attention à la survalorisation du militantisme. Je suis complètement pro-militante, je suis militante en soi, mais je pense que c'est pas toujours la bonne réponse à donner aux patients. Et c'est quelque chose qu'on voit souvent beaucoup dans les articles. Et aussi, j'en ai parlé rapidement, de ne pas moquer la dimension spirituelle ou existentielle. C'était pas forcément quelque chose que j'avais moi en tête quand j'ai commencé à être psy. Et qu'on le veuille ou non, ça s'invite à nous dans les séances. Qu'on le veuille ou non, les patients viennent et nous abordent. Surtout cette question-là va forcément amener des questions existentielles, voire spirituelles, parce que souvent c'est tellement lourd à porter que la seule réponse qu'ils ont pour eux parfois, c'est de se relier au collectif, c'est de sentir le lien avec le tout, et c'est justement de ne pas porter tout seul. Et je pense que du coup, c'est important de le voir comme un outil de résilience en plus. Enfin, autre petit élément que je voulais vous inviter, souvent quand on est psy ou en tout cas spécialisé sur ces questions-là, on nous demande de faire de la sensibilisation. Et quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est de vous demander, s'il vous plaît, si vous faites de la sensibilisation à des jeunes, faites vraiment attention, car parfois elle peut être contre-productive et très douloureuse. On est en ce moment en train de sensibiliser les jeunes à gogo, et il y en a beaucoup pour qui en fait c'est plutôt déstructurant. Je me demande sincèrement si on n'aurait pas plus intérêt à sensibiliser les adultes, c'est-à-dire les personnes qui ont les moyens aujourd'hui d'agir, plutôt que de mettre autant de responsabilités aux jeunes et sur leurs épaules. Désolée. Alors, comment rester neutre ? C'est la fameuse question qu'on nous demande à chaque fois, donc Lucie disait justement qu'il n'y a pas que nous qui nous la posons. C'est vraiment une question transdisciplinaire. On a d'ailleurs... il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Je ne poserai pas d'Activate et de la distinction psychologue clinicien, psychologue social, qui utilise beaucoup le nudge, par exemple, mais je voudrais au moins prendre le temps de parler de cette histoire de comment on va faire finalement pour entendre, comment libérer une parole sans suggérer. Et je voulais donner quelques exemples, quelques astuces personnelles que je pourrais dire qui m'ont été utiles. Déjà, c'est de penser, cette fameuse histoire, je reviens à cette histoire des pensées suicidaires, où on nous a appris quand même que poser la question des pensées suicidaires à nos patients, de leur demander est-ce qu'ils ont des pensées suicidaires, ce n'est pas risquer qu'ils aient plus de pensées suicidaires. Alors j'aurais envie de dire c'est la même chose. Poser la question à notre patient si c'est quelque chose qui l'inquiète, la situation environnementale, ce n'est pas forcément suggérer qu'il va être inquiet. Tout simplement, juste lui poser la question, je pense que c'est
de façon neutre, on peut se permettre quand même d'être... c'est mon regard là-dedans. Autre chose aussi, l'exemple, moi, du coup, comme je disais, je travaille avec beaucoup de personnes qui ont parfois vécu l'inceste. Et l'inceste, revenons aux chiffres, on est à un enfant sur 10. On a très rarement des PI qui nous disent qu'ils ont à peu près, qu'ils en entendent dans leur cabinet. J'entends des personnes qui me disent que dans leur pratique, ils n'ont jamais entendu des personnes ayant vécu l'inceste. Ce n'est pas possible. C'est juste en fait une question de où sont nos oreilles, si nos oreilles sont ouvertes ou pas à cette question-là. Et j'ai envie d'utiliser un parallèle ici pour dire finalement c'est un peu la même chose pour la question de l'éco-anxiété. Quand c'est partout. Aujourd'hui, je pense que c'est impossible d'oublier cette question. Et j'ai envie de dire c'est la même chose. Si on a envie d'entendre ça, on va l'entendre, mais il faut juste que notre esprit veuille bien ouvrir nos oreilles à ça. Donc c'est pour moi déjà une posture déjà interne. Ce qui va nous permettre de peut-être mieux entendre et justement ne pas faire de trauma vicariant, c'est de nous-mêmes avoir fait le travail, et ça c'est pour tout sujet de société, c'est nous-mêmes avoir fait le travail de se sensibiliser, de s'informer sur ces questions-là, parce qu'il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas le faire très longtemps, que la psychoéducation, c'est-à-dire nous parfois avoir des informations à donner aux patients. Je prends un exemple, quelqu'un qui se surresponsabilise, qui s'en veut parce qu'il ne trie pas bien ses déchets et qu'il n'y arrive pas. Juste lui rappeler que finalement ce geste-là, c'est juste un tiers, ou ça se trouve les chiffres ont changé depuis que moi j'ai utilisé ça, mais que ce n'est qu'un tiers finalement de vraiment l'impact qu'il faudrait, le mouvement qu'il faudrait faire pour qu'on puisse aller dans le bon sens, ça déresponsabilise un petit peu la personne, juste de dire oui, ok, l'idée n'est pas de démobiliser, l'idée n'est pas de dire à la personne qu'elle arrête de trier ses déchets, mais c'est juste de dire, mais quand bien même, si vous triez vos déchets, si tout le monde triait ses déchets, et tout le monde faisait à niveau individuel ce qu'il avait à faire, on serait qu'à un tiers. Et je pense que déjà, juste finalement, donner ces informations-là à un niveau personnel, sinon on les a, ça peut permettre de diminuer un peu la pression interne. Et je pense qu'on peut se permettre de le faire parce qu'on le fait pour les autres difficultés. Je pense par exemple aux agressions sexuelles. Et là, je vais prendre le temps aussi d'en parler parce que ça a à voir avec le point suivant. L'importance des mots. Par exemple, on a appris qu'on ne peut pas parler d'abus d'une personne parce qu'on n'abuse pas d'une personne, on abuse de substances, on parle d'agression sexuelle. Lorsque y a des définitions de ce que c'est qu'un viol, quand il y a un viol et il faut le nommer. Alors, je suis très fervente et militante de cette question-là, d'un point de vue sociologique, parce que je pense que les choses, quand elles ont un mot, effectivement, elles existent, et c'est politique, et c'est important. Je rappelle aussi juste que vous inquiétez pas, lorsque j'ai une patiente en face de moi qui me décrit un viol, je lui hurle pas, c'est un viol, il faut nommer un viol comme un viol, c'est-à-dire si elle utilise le mot qu'elle souhaite utiliser pour esquiver finalement l'affect négatif, parce que sur le moment elle n'est pas en capacité d'être en contact, bien évidemment l'idée n'est pas de forcer la personne d'être en contact avec cet affect. Mais si nous, dans notre tête, on sait que ce qu'elle est en train de nous décrire c'est un viol, on ne va pas l'accompagner de la même façon que si c'est un abus. Eh bien, c'est la même chose lorsque la personne est en face de nous, en train de nous décrire ses difficultés, ses angoisses par rapport à l'éco-anxiété. Je prends par exemple le cas de l'agriculteur qui vient nous voir, il est déprimé, ça se passe, voilà, là, il est sur les rotules. Il ne va pas nous parler d'éco-anxiété, il ne va pas nous parler de fondralgie, mais par contre, c'est à nous d'entendre, en fait, tout pas ce qu'il est en train de souffrir d'un point de vue individuel, mais tout ce que ça suppose d'un point de vue systémique pour lui. Comprendre sa problématique individuelle dans quelque chose de plus global, parce qu'on ne va pas l'accompagner de la même manière. Et l'importance des mots aussi, si je continue là-dessus, c'est que si je vais poser des mots, vont permettre que la personne en face va comprendre que oui, je sais de quoi on parle. Et je ne vais pas utiliser le mot de dérèglement climatique, je vais parler d'urgence écologique parce que c'est bien plus large que du dérèglement climatique. Puis dérèglement, on a l'impression qu'il suffit d'appuyer sur le thermostat, ça va marcher. Non. Donc justement, c'est pour ça que nous, on a fait le choix avec Lucie de parler d'urgence écologique aujourd'hui. Voilà, donc c'est le dernier, regardez, c'est le dernier, je me dépêche. Et donc juste dans les risques, pour moi encore à dire sur la question de la posture du thérapeute, donc tout à l'heure Lucie parlait de mode, et oui, c'est ça, c'est qu'en ce moment ça passe partout, et oui, ça va devenir une mode, les gens vont s'en emparer, il va y avoir une logique commerciale derrière ça, mais un peu le cri que j'aurais vraiment envie de transmettre à mes collègues et à mes pairs aujourd'hui, parce que ça me tient énormément à cœur, c'est ne rentrons pas dans une guerre de chapelle. Tous les regards sont nécessaires.
J'aimerais vraiment qu'on soit dans quelque chose de collectif. Ça m'attriste tellement de voir comment parfois les logiques commerciales, les enjeux d'ego, les enjeux d'apparaître plus à un niveau individuel ou même qu'une profession veuille prendre le dessus sur un sujet par rapport à une autre profession, par rapport au regard de légitimité. Je dirais, soyons à la hauteur de cet enjeu et apprenons pour une fois à travailler ensemble sur ces questions-là. Si on ne s'y intéresse pas, il risque d'y avoir des gourouisations ou d'autres types de soignants qui ne sont pas vraiment des personnes soignantes. Alors, j'ai un énorme respect, ça ne veut pas dire que les personnes qui le font mal. Elles font comme elles peuvent, mais où sont les psys? J'aimerais dire juste où sont les psys. Je prends juste le cas, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme belge qui souffrait d'éco-anxiété, qui s'est tourné vers de l'intelligence artificielle pour parler de ses difficultés, qui est donc un robot psy. Et donc plus il racontait ce qui lui arrivait, plus le robot disait « Ah oui, oui, c'est vrai, bah, il validait, hein, oui, c'est vrai, ah oui, on est dans la mouise, ouais, ouais, ouais. » Et il disait « Bah oui, mais en plus, ma femme, je ne peux pas en parler avec elle, je me sens plus proche avec toi, l'IA, qu'avec ma femme. » Ah oui, mais c'est vrai que tu es plus proche de moi que de ma femme. Voilà, le type, il s'est suicidé. Et il y a quelque chose à savoir, voilà, restons humains, ne nous transformons pas en robots, laissons pas justement ce sujet-là à l'abandon, parce que du coup ça devient, donc c'est la suite, c'est ce que je disais, ça devient pour moi de la négligence aux générations futures. Et si on laisse ce sujet comme un tabou ou comme un angle mort, eh bien il peut se passer un peu n'importe quoi, je dirais. Voilà. Et je terminerai sur une phrase de Laïla Benoît. Je crois que c'est Julie, toi, tu l'as mis notamment dans ton article, une personne, donc une pédopsychiatre, donc elle se centre beaucoup sur les jeunes, qui montre bien combien les jeunes souffrent surtout de leur solitude face à une société qui ignore le changement climatique. Et voilà, c'est une invitation à ne pas les laisser si seuls. Merci beaucoup. Sur la question de la neutralité, effectivement, ou de la non-neutralité, justement, ça se situe à plusieurs endroits. Déjà, il y a la question, effectivement, ce que vous évoquez, c'était plutôt, j'ai l'impression, la question de la révélation de soi. Là, c'est plutôt partager des ressentis émotionnels et où on en est soi. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres techniques sur lesquelles, personnellement, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, l'engagement, le côté neutralité, peut aller parfois aussi beaucoup plus loin. Par exemple, dans le rapport Activate australien dont vous parlez, il y a des exemples qui sont évoqués où on propose au thérapeute de poser son casque de vélo sur le bureau pour, avec la technique du nudge donc, que tu évoquais, là, le pied dans la porte, où en fait, c'est presque de la manipulation. On fait comprendre que le thérapeute, il a des comportements pro-environnementaux, donc on va inciter le patient à en avoir, alors que notre but, c'est quand même de l'accompagner dans sa souffrance. C'est un peu différent. Et pourquoi pas aussi, parce qu'après, donc il y a la neutralité par rapport au comportement qu'on souhaite chez le patient, la neutralité par rapport à ses propres ressentis, et là, effectivement, les révéler peut être très thérapeutique. Quand on les fait dans une juste mesure et à un bon endroit. Et puis, il y a la question des dissonances cognitives. Est-ce que, là, vous parlez de la question de la maternité, moi j'avais cette question, est-ce qu'on prend en charge quelqu'un qui a une phobie de prendre l'avion, par exemple? Alors, bon, ça se situe à différents degrés, si vous voulez, et on peut se positionner sur tous les degrés. En fonction de, justement, soi-même ou les techniques qu'on a. Je ne sais pas si je peux dire plus. Non, mais en fait, c'est difficile parce que c'est difficile cette posture là où vous êtes là et nous on est là comme si je ne sais pas, moi. Je pense que la question de la neutralité, c'est une question qui se pose pas que pour la question de l'effondralgie. De manière générale, la neutralité, elle a plein de définitions différentes d'une technique thérapeutique à une autre. Effectivement, moi j'ai des orientations thérapeutiques un peu proches de celles de Lucie. Et donc, entre autres, il y a de la thérapie cognitive et comportementale avec laquelle je travaille. Et c'est vrai que, par exemple, la révélation de soi, donc je reviens sur les trois questions, la révélation de soi, moi, je l'utilise de façon thérapeutique à certains moments. C'est-à-dire, je fais de la révélation de moi lorsque je considère que ça a un intérêt pour le patient d'avoir cette information et non pas juste pour créer un moment de complicité. Ça, effectivement, je considère qu'il faut plutôt, moi, je m'en préserve. J'utilise la révélation de moi
parce que je pense que ça a une action. Donc par exemple, si je prends le cas sur la question des fondralgies, j'utiliserais ma posture d'humain et de dire moi aussi je suis humaine, moi aussi je suis là-dedans. Si par exemple je voyais que le patient avait tendance à mettre un peu sur un piédestal. Et voilà. Mais je pense que je me garderais de l'utiliser à d'autres moments lorsque je sens que la personne en face de moi est fragile, qu'elle a besoin à ce moment-là d'une personne solide. Et donc du coup, non, je ne lui ferai pas part de ma fragilité. Donc c'est vraiment, je pense, c'est pour ça que je dis, même si c'est une question nouvelle, en fait, il y a plein de choses qu'on sait, à mon avis, déjà faire et qu'il faut qu'on fasse confiance à notre clinique. Voilà, ça serait mon regard sur la question de la révélation de soi. Sur la question de la maternité, je vais associer les deux questions, je pense, parce qu'il y a cette histoire de guérir quelqu'un. C'est vrai que moi, dans ma posture à moi, je ne suis pas dans l'idée de guérir la personne qui est en face de moi. Je suis plutôt dans l'idée de lui donner le plus d'outils possible pour qu'elle puisse faire face à la vie sans moi. Parce que mon impression, donc je travaille aussi avec les parties, sauf que du coup, c'est plutôt les théories sur la dissociation structurelle de l'identité. Mon regard là-dessus, c'est de me dire la personne vient nous voir à un moment où on fait tous face à des obstacles de vie, et puis à un moment donné, cet obstacle de vie qui nous emmène vers nous fait qu'elle n'arrive plus à se débrouiller toute seule face à cet obstacle de vie. Donc c'est comment je vais lui la remettre en contact avec des éléments de résilience, de capacité à faire face à des obstacles de vie, mais pas une réparation, pas effectivement une guérison par rapport à ces obstacles de vie. Donc je pense qu'effectivement, je vais dans le sens de ce que vous disiez. Sur l'histoire de la maternité, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile parce qu'il se trouve que je viens d'avoir un enfant il y a très peu de temps. Et donc je sais par exemple, pour n'importe quelle autre situation, quand j'ai des patients qui réactivent trop des éléments personnels, et que du coup ça vient faire contre-transfert très fort, je me dis à ce moment-là, je suis peut-être pas la bonne personne pour l'accompagner tout simplement. Voilà. Il y a des mouvements beaucoup plus informels, notamment les mouvements de l'éco-psychologie, qui sont des mouvements qui sont plus nés dans les années 70. Toute la vague un peu New Age, sans que ce soit péjoratif du tout, dans ma bouche, sur le lien avec la nature, etc. Mais c'était effectivement plus des pratiques, moins de recherche, moins d'aspect scientifique. Là, j'ai vraiment parlé du côté scientifique et validé, puisque c'est aussi ma formation. Et puis c'est aussi en parallèle avec l'importance que ça a pris de toute façon pour la communauté des chercheurs en général. C'est-à-dire qu'en sociologie, dans les domaines du droit, dans les domaines de l'économie, etc., c'est un peu pareil. C'est dans les années 2000-2010 qu'il y a eu les premières émergences d'études de rapports. Après, il y a toujours eu des précurseurs sur tout simplement la décroissance, ou des personnes qui se sont interrogées, mais la vraie institutionnalisation, elle est à ce niveau-là. Oui, sur la question de l'urgence, c'est pas notre prise en charge qui est urgente, c'est plus qu'on reçoit des personnes qui, eux, ont le sentiment d'une pression urgente et qui, en plus, alors notamment, oui, j'ai oublié de le préciser, moi en psychiatrie adulte, effectivement, je vois peu de personnes éco-anxieuses encore, mais j'ai plus une pratique personnelle, je côtoie un peu le milieu militant. Et donc là, c'est plus cette dissonance en fait pour des personnes qui sont déjà un petit peu dans la conscientisation de l'urgence à agir, en fait, en tout cas la pression qu'ils se mettent, avec la nécessité aussi du ralentissement de nos sociétés. Donc le côté slow société qu'on appelle de nos voeux par beaucoup de discours est antinomique avec la pression de l'envie de résultats. C'est plus cette urgence-là que ressentent en fait les personnes qu'on reçoit. Nous, notre prise en charge, elle s'adapte à ces personnes. Elle n'a pas nécessité à être urgente, elle a nécessité à être réactive, et après elle prend le temps qu'il faut, comme toute prise en charge. Je pense qu'effectivement, nos collègues de la psychoteam vont être bien mieux placés que nous pour parler de ça, parce que c'est vraiment ce sur quoi elles travaillent. Enfin, je me parlais de parler, oui. Mais
Et je confirme que pour avoir été du coup au sein d'Extinction Rébellion, j'ai dû quitter au bout de 2 ans parce que je vivais cette frustration de sentir à quel point il y avait un besoin. Il y a beaucoup. Alors oui, c'est compliqué. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un peu cette espèce de, à chaque fois, de valorisation du terrain, de remontée de terrain pour montrer ce qui s'y passe, essayer de mobiliser les personnes pour pouvoir qu'il y ait plus de possibilités de psy qui veuillent un petit peu s'intéresser à ces questions-là. Et c'est vrai que c'est difficile parce que du coup, quand on arrive dans un endroit en plus qui est souvent un peu en difficulté et en manque, on se retrouve avec beaucoup de choses sur ses épaules et en plus c'est avec des militants qui se trouvent être parfois nos amis. Donc c'est vraiment une posture délicate. Je dirais que là, ce qui est important, c'est de séparer, de savoir quand est-ce qu'on met sa casquette militante et qu'on est amis, quand est-ce qu'on met plutôt une casquette de thérapeute, en fait. Et de peut-être, à certains moments, notre position, notre engagement militant va être à certains endroits d'être dans une réponse d'accompagnement en gardant, et c'est ça le plus dur d'ailleurs, c'est maintenir le cadre avec des collègues militants. Donc c'est impossible. Pour moi, j'ai pas réussi. Si quelqu'un y arrive, on me le dit. Donc du coup, c'est pour moi plutôt de réussir à proposer à certains moments un cadre effectivement construit qui permette d'avoir cette posture du thérapeute pour pouvoir écouter correctement et à d'autres endroits militer d'une autre manière, peut-être pas effectivement dans l'écoute. Mais moi, c'est la manière que j'ai trouvée personnellement et j'ai eu besoin de sortir, de faire un pas en arrière d'Extinction Rébellion pour ça. Parce que je me suis dit, je me sens plus efficace pour eux finalement dans ce que je suis en train de faire là maintenant, ici, c'est-à-dire mobiliser le plus possible mes pairs pour qu'ils s'engagent pas qu'ils s'engagent forcément de façon militante, mais qu'ils s'engagent à écouter, à sensibiliser, à être attentifs à ça, parce que du coup, lorsqu'ils seront à la recherche de thérapeutes, il y aura peut-être plus de gens sensibles pour les écouter. Voilà. Et moi, j'étais confrontée exactement aux mêmes questions et j'ai fait un peu le choix inverse. Donc effectivement, moi, le militantisme, à titre personnel, ça a été une ressource pour moi, pour gérer mon éco-anxiété. Et donc, une fois que j'y étais, où il y avait ce côté ressourçant et le fait de créer des liens sociaux proches avec les gens avec qui je militais, je me suis retrouvée dans cette difficulté-là à ce qu'on s'adresse à moi comme une psy ou être témoin de choses où j'aurais pu aider et je n'ai pas voulu aller parce que je voulais garder cet espace assez neutre pour pouvoir m'y ressourcer. Donc quand j'y suis, j'ai pris l'option plus de faire de la transmission, c'est-à-dire simplement me positionner quand je peux de temps en temps, à petite dose, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé sur la question du burn-out militant, mais transmettre un peu peut-être quelques techniques sur la gestion de ressources émotionnelles, ce genre de choses. D'ailleurs, il y a une grande demande dans les milieux militants de transfert de compétences ou de réappropriation des savoirs professionnels par des non-professionnels. On parlait de la méfiance des psys qui peut se comprendre. On sait bien qu'il y a ce côté effectivement très vite de risque de pathologisation par les psys et les milieux militants ont très envie de se réapproprier des savoirs qui seraient pas professionnels et de faire entre eux. Donc finalement, je ne vois pas tellement d'éco-anxieux que ça, mais je trouve ma légitimité dans le fait que je peux faire un petit peu de lien entre les deux mondes. Voilà. Et sur la question de l'engagement et de la neutralité, ce qui est compliqué, c'est que quand on milite et qu'on est toujours dans la recherche de la mobilisation d'autres personnes autour de soi et qu'ensuite, quand on croise dans sa pratique des gens qui se questionnent pour savoir où s'engager ou quoi faire, c'est là où il faut trouver la bonne position pour ne pas dire viens là, on a besoin de monde. Voilà. Ne pas tout mélanger, en fait. C'est une question extrêmement importante. Et comme je disais, là, je sens que je peux que donner mon regard là-dessus. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'échelle de chez Furka. C'est peut-être avoir une idée. Moi, mon truc à moi, mon envie, ma tentative, ça serait d'essayer de comprendre où en est la personne en face par rapport aux prises de conscience sur le sujet dont on parle, que ça soit sur la question du féminisme, que ça soit sur la question de l'effondralité ou n'importe quoi. Mais en fait, avoir une idée où se situe la personne et de venir, moi, me positionner à peu près en syntonie avec elle.
Parce que si effectivement, je me dirais... Je pense qu'il y a une importance à travailler sur la question de l'enjeu systémique et tout ça, mais c'est à chaque fois ce que je disais moi, je m'accroche à cette histoire de je suis psychologue clinicienne, d'abord je conceptualise, d'abord je regarde un peu le process et ensuite après j'interviens. Et donc du coup, si je regarde que la personne est en train de souffrir parce qu'elle est toute seule dans son vécu et qu'en fait peut-être ça la soulagerait de regarder un petit peu ça d'un point de vue systémique, alors à ce moment-là je vais faire une proposition, je m'imagine de décaler un tout petit peu, de faire une proposition pour lui montrer, pour l'aider à regarder ces choses de cette manière-là. Et pour d'autres personnes où peut-être je sens que ça ne serait pas utile, je vais rester à son stade de conscience, à sa grille de lecture, on va dire. En fait, ce que j'aime pas dans le mot stade de conscience, c'est un peu plus clair maintenant en parlant, c'est comme si chaque fois c'était mieux. Alors que ce que je dirais, c'est juste une question de loupe, où la personne pose sa loupe. Et si elle est dans une loupe où elle reste au niveau individuel, je vais essayer peut-être de voir dans cet espace-là qu'est-ce qui pourrait être plus confortable pour elle, qui va l'aider par rapport à sa problématique personnelle. Mais je suis d'accord que ça démange énormément à certains moments, voilà, et moi aussi, parfois. Non, juste sur la question de la politisation, moi souvent j'en parle beaucoup au début, beaucoup, et puis après on passe à autre chose quand c'est nécessaire. Et j'ai jamais eu de problème avec ça par contre. Alors c'est peut-être parce que j'ai une formation beaucoup plus TCC et voilà. Mais non, si c'est ça qui est important, c'est important.